valeur d'un pays dépend du nombre de coefficients intellectuels de sa population et pour atteindre justement à ce niveau requis, il faut mieux encadrer la base, donc les niveaux basiques. Et ce niveau basique passe par l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, pour nous parler justement de l'an 1 depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Vous allez à vous livrer à cet exercice de redevabilité des membres du gouvernement face à la presse. Votre place est là. Face à la presse, vous êtes prêt, monsieur le ministre, bienvenue. Vous êtes prêt pour cet exercice? Toujours prêt à les pester. Merci. Monsieur le ministre, ça fait une année, et depuis que le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde a été investi, et on vous a confié cet important ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous y êtes depuis une année. Avant toute chose, nous voudrions savoir comment vous aviez trouvé ce ministère, pour tout dire, l'état des lieux de ce ministère que vous aviez trouvé il y a une année. Bon, il faut relever que, en ce qui concerne l'état des lieux, les problèmes de l'EPST n'ont pas commencé avec nous. Je voudrais dire avec Tony Mwaba ou le gouvernement Sama Lukonde. C'est toute une histoire qui remonte depuis les années 80, que notre système éducatif et plus particulièrement le sous-secteur de l'EPST a commencé la descente aux enfers. Et beaucoup de choses qui ont impacté sur la qualité de l'enseignement. Vous savez, à l'époque coloniale, les choses baignaient un peu dans l'huile. Et jusqu'au moment où, avec les différentes crises que le pays a connues sur le plan politique, avec un impact sur les tissus socio-économiques, l'État n'arrivait plus à prendre en charge l'enseignant. Il y a eu cette démotivation-là, occasionnée également par des grèves incessantes, ce qui a fait que pour sauver le système éducatif, les parents sont venus au secours de l'État pour accepter de donner des primes aux enseignants et les motiver à aller entretenir les élèves dans les salles de classe, le temps que l'État puisse reprendre ses responsabilités. C'est ce qu'on appelait le système de motivation des enseignants par les parents. Et avec ce système, les gens ont pris le goût, le secteur éducatif est devenu secteur marchand, toutes sortes d'aventuriers se sont invités, et on a commencé à assister à des écoles qui poussaient maintenant comme des champignons. Quelqu'un pouvait avoir une maison, 3 chambres et salon, et il en fait une école. Et voilà, ça a connu un impact sur la qualité de l'enseignement. On venait, non pas parce qu'on a la passion d'aider l'État à relever le système éducatif, à le faire avancer, mais parce qu'on vient se faire de l'argent. Et l'État qui n'avait pas de moyens n'a pas aussi les moyens pour construire, pour payer l'enseignant, n'avait plus aussi des moyens pour construire des écoles. Et voilà, les privés se sont emparés des sous-secteurs. Donc, vous voyez que l'état des lieux est tellement fourni que je n'arrive même pas à tout étayer. Effectivement, je sens l'intention de m'arrêter et voilà. Le mal est tellement profond, vous arrivez, vous aviez trouvé ce mal, et les premières mesures à prendre pour essayer de relever les défis? Bon, il faut dire, situer le contexte de mon arrivée au ministère. Je vous en prie. Le chef de l'État venait de lancer en 2019 la gratuité de l'enseignement, qui était dans la Constitution de 2018, mais il est le seul qui a décidé courageusement de sortir cette gratuité des lettres de la Constitution pour la rendre effective sur terrain. Et déjà 2020, il y a eu un peu de confusion dans le lancement de la gratuité et ceux qui ont commencé à piloter cette réforme phare du quinquennat du chef de l'État n'avaient pas assez de volonté pour le faire. Et c'est connu dans ces pays. Et on arrive dans un moment où il y a la confusion,
sur la gratuité, alors que la Constitution voudrait qu'elle se limite au niveau primaire. On est allé jusqu'à l'école ou à l'enseignement de base, 7e et 8e. C'est vrai, on pourra justifier cela par la loi 4 sur l'enseignement national qui a prêté confusion, mais dans la hiérarchie ou dans le respect de la hiérarchie des sources de droit entre la Constitution et la loi, je crois que le choix est clair. Donc, voilà la première mesure importante qu'il fallait aussi prendre, c'est vraiment clarifier les choses par rapport à la Constitution, indiquer que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas au niveau des bases qui implique 7e et 8e, c'est au niveau primaire, point net. Et de deux, il y a un certain nombre d'antivaleurs qu'il fallait combattre autour de cette gratuité-là, parce que ceux qui avaient fait de ces sous-secteurs un secteur marchand ne pouvaient pas accepter ou considérer bienvenue cette gratuité, il fallait absolument la combattre. Et voilà pourquoi il fallait lutter contre un certain nombre d'antivaleurs, par exemple, la perception illicite des frais, vous voyez, par des mesures, des sanctions, ça et là, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, non seulement on a clarifié les champs d'application de la gratuité conformément à la Constitution, mais avec toutes les itinérances que nous faisons dans toutes les provinces, et nous arrivons à évaluer, on peut vous assurer, dans toutes les écoles publiques mécanisées, la gratuité se porte à merveille. Donc, voilà une des premières. Et puis, autre chose, parmi les mesures qui devraient accompagner cette gratuité, n'oublions pas que avec le système de prise en charge des enseignants par les parents, il y avait une déperdition scolaire. La gratuité a permis que tous les élèves, tous les enfants, filles et garçons qui étaient en dehors du système scolaire puissent revenir. Aujourd'hui, on situe au moins 4 à 4 millions ceux qui ont regagné les parcours scolaires. Voilà ce que la gratuité décrétée par les chefs de l'État a permis. Nous avons des défis certainement, la construction des écoles, la qualité de l'enseignement qui doit être relevée avec la fourniture de, par exemple, des bancs. Nous avons lancé la campagne Pas d'école sans bancs. Nous avons, et nous continuons à le faire, augmenter les frais de fonctionnement des écoles, la rémunération des enseignants, quand bien même conformément aux accords, même à l'idéal, on n'a pas encore atteint, mais il y a une progression et nous aurons l'occasion de donner les chiffres. La gratuité se porte bien, vous l'aviez dit, Excellence, Monsieur le ministre, mais il y a des effets induits, avec surtout le surpeuplement, cet afflux migratoire des enfants qui ont quitté la maison, qui sont restés pendant longtemps chez eux. Ils ont profité de la gratuité pour retrouver maintenant le banc de l'école. Mais ce supplément de ces enfants-là, les écoles non construites, les bancs en nombre est réduit, mais ça pose problème. Oui, très souvent, de mauvaise foi d'ailleurs, quand vous suivez les médias de la haine et tous les anti-gratuités, vous entendrez dire, bon, vous avez, quand vous voyez même un enseignant taper un élève dans une salle de classe, on vous dit que c'est les conséquences de la gratuité. Qu'est-ce que la gratuité a à voir? La gratuité veut dire quoi? C'est la suppression de tous les frais que les parents payaient pour leurs enfants au niveau primaire. Et tel que indiqué dans la Constitution de 2006. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2018, on comprend c'est 18 février 2006. Mais dans la Constitution de 2006, la gratuité était là. Et combien de temps il fallait pour mettre en œuvre ces programmes? On vous dit c'est précipité, alors que c'était prévu dans la Constitution depuis 2006. Il a fallu attendre 2019 pour que quelqu'un puisse courageusement ordonner la mise en œuvre. Alors, ceci voudrait dire que c'était simple à faire. Et il y a eu des problèmes qui ont existé bien avant la mise en œuvre de la gratuité. Les problèmes d'impayement des enseignants, les conditions socio-professionnelles des enseignants. Bon, ce sont des problèmes que nous avons connus déjà avant même la gratuité. La baisse de la qualité de l'enseignement, c'est quelque chose qui date avant même la gratuité. Alors, tous ces problèmes-là n'ont pas été engendrés par la gratuité, non. Au contraire, la gratuité est venue pour, justement, avec ces effets induits auxquels nous sommes en train de nous attaquer, qui constituent des défis aujourd'hui, pour régler beaucoup de problèmes d'antan. D'ailleurs, vous allez remarquer que la gratuité, j'ai dit qu'il y a des effets positifs. Aujourd'hui,
les parents sont en mesure d'économiser parce qu'un ménage où il y a par exemple 4 enfants au primaire, les parents ne payent rien, ils peuvent économiser et investir dans autre chose. Les retours dans les parcours scolaires, nous avons indiqué aujourd'hui à plus de 4 millions d'enfants. Mais il y a aussi des effets induits, vous l'avez dit. Le surpeuplement des enfants dans les salles de classe. Le problème de surpeuplement, il faut d'abord relever que ça date déjà d'abord d'avant la gratuité. Mais ça a été aggravé avec la gratuité. La conséquence, ça nous rattrape, c'est que depuis les années 80, l'État ne construisait plus les écoles. Les débats sur la construction des infrastructures scolaires, c'est maintenant que des projets sont en cours. Depuis ces années-là, on ne les faisait pas. On va vous dire, voilà les conséquences de la gratuité. C'est faux, ce sont des choses qui ont existé avant. D'ailleurs, avec la gratuité, on s'attaque à ces effets-là. Nous avons des projets en cours. Par exemple, à l'EPST, au moment où je vous parle, nous sommes engagés dans un projet de construction de 200 écoles. Il y a d'autres projets, ça et là, que nous avons trouvés. D'ici là, on lance le programme de 145 territoires qui prévoit au moins 8 écoles dans chaque territoire. Donc c'est maintenant là que les débats sur la construction des infrastructures scolaires commencent parce que c'est un effet induit. Et en attendant, nous avons d'autres mesures, on peut dire conservatoires ou transitoires. C'est en dehors de la construction des nouvelles salles de classe, mais vous avez les systèmes aussi des gants. On a donné des instructions claires dans les écoles où il est possible que l'on puisse aider certaines classes à étudier les unes les avant-midi, les autres, pour essayer un peu de juguler ces problèmes de surpeuplement dans les salles de classe, qui n'est pas toujours le nôtre. J'étais au Ghana, j'ai trouvé que c'était les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, là-bas, qu'est-ce que le collègue ministre de l'Éducation m'avait fait savoir? Au Ghana, quand le problème s'est posé, qu'est-ce qu'il faisait? On dit 6 mois, un groupe d'élèves est à la maison, pendant que l'autre est à l'école en train d'étudier. Après 6 mois, les autres retournent à la maison et pour être relayés par les groupes qui étaient... Alors ça, je crois que même les parents au Congo ne peuvent pas accepter, mais il y a eu trop de conséquences, hein, surtout pour les enfants, la démotivation, et ainsi de suite. Mais ici, chez nous, nous avons des mécanismes que nous mettons en place là où c'est possible. Mais c'est quelque chose que nous devons rattraper vite pour trouver des solutions. C'est là qu'on est engagé dans la construction des écoles. Donc, beaucoup de régimes se sont succédés, on n'a pas construit des écoles, ça nous a rattrapés avec la gratuité, mais nous, on est engagé dans la construction. Je pourrais vous donner un certain nombre de projets dans lesquels on est engagé pour la construction des écoles. Les problèmes de fourniture scolaire, des manuels scolaires, aujourd'hui, il y a des dépôts par-ci, par-là. Vous pouvez vous renseigner à l'EPST. Il y en a où on ne sait même pas où mettre. Aujourd'hui, avec des fournisseurs, nous avons des manuels scolaires, nous avons des partenaires qui nous aident d'ici là pour aller distribuer ces manuels dans les écoles pour nous aider un peu à relever également les niveaux de nos enfants. Vous avez également la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant. Les gens ont estimé que la gratuité a fait régresser les conditions socio-professionnelles de l'enseignant. Non, je vous donnerai les chiffres. Avant la gratuité, avec les systèmes de prise en charge des enseignants par les parents, vous aviez à peu près un petit groupe de 500 enseignants qui bénéficiaient du système de prise en charge, qui étaient répartis dans ces écoles qu'on appelle aujourd'hui les écoles de prestige, où les minervales variaient entre 400 et 1200 $. 16 écoles seulement sur l'étendue du territoire. Et dans les 16 écoles, vous avez à peu près 500 enseignants seulement. Sur un effectif de plus de 400 000 enseignants, 500 s'est retrouvé avec les systèmes de prise en charge des parents, les systèmes de prise en charge des enseignants par les parents, pour un effectif de plus de 58 000 écoles. Avec la gratuité, la situation s'est améliorée. On a uniformisé les salaires de base pour tous les enseignants. Et aujourd'hui, la gratuité profite à tous les enseignants, surtout les grands nombres. Alors, quand vous prenez
avant la gratuité, c'est 410 000 enseignants. Aujourd'hui, on est à plus de 675 000 enseignants pris en charge depuis que la gratuité a été décrétée. Et ce système-là profite aujourd'hui à tous les enseignants. Quand vous regardez l'enseignant qui n'était pas dans les écoles de prestige, vous faites 58 000 écoles moins 16, regardez le nombre d'écoles qui restent, ces écoles et les enseignants qui y enseignaient en pâtissaient avec le système de motivation. Mais avec la gratuité, c'est tous les enseignants qui ont vu leur situation s'améliorer. La gratuité a apporté du bonheur pour l'enseignant et pour les écoles. Vous avez toutes les catégories d'écoles, parce que les écoles sont réparties en 4 catégories. Vous allez voir par exemple sur les tableaux, et vous avez des écoles de 1 à 11 classes qui touchaient 45 000 francs seulement. Aujourd'hui, ces écoles-là touchent, ils sont à 200 000 francs les frais de fonctionnement. Des écoles de 12 à 18 classes qui touchaient un montant forfaitaire de 45 000 francs, aujourd'hui, ils sont à 423 000 francs congolais de frais de fonctionnement. Ça, c'est mensuel? Oui, c'est mensuel. Oui. Et vous avez également des écoles qui touchaient forfaitairement 45 000 francs pour ceux qui avaient 19 salles de classe et plus. De 45 000 francs, aujourd'hui, ils sont à 620 000 francs depuis la mise en œuvre de la gratuité. Et les écoles de prestige, avant la gratuité, ils avaient 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ils touchent 2 450 000 francs congolais. La gratuité a apporté le bonheur dans la salle de classe, dans le fonctionnement et même pour l'enseignant. Ceux qui disaient qu'ils avaient 600 $ par mois, c'est combien? C'est à peu près 500 enseignants sur 410 000. Seulement. Sur 410 000. 500 sur 410 000. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Et puis, même s'ils disaient qu'ils touchaient 600, avec l'argent des parents, ce n'est pas aux parents d'assurer la charge du système éducatif, c'est à l'État. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. On aura peut-être le temps de commenter les tableaux. Nous allons y revenir. Mais bien que ça ne soit pas encore l'idéal, mais ici, je ne vais pas donner l'impression qu'on est arrivé. Mais je vais tout simplement montrer que avant la gratuité, et au moment où nous sommes en train d'échanger, il y a eu une grande progression et nous sommes sur la bonne voie. Nous allons revenir sur les efforts fournis depuis votre arrivée au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, monsieur le ministre, dans le cadre de votre bilan. Nous allons y revenir, mais il y a quand même cette gratuité qui est mise en cause dans certaines écoles. Je ne cite pas le nom, excusez-moi, mais comment vous réagissez à ce comportement-là des écoles, des réseaux qui ne respectent pas la gratuité et que les parents continuent encore à payer? Bon, déjà, je l'ai indiqué ici, avant 2019, les enseignants étaient pris en charge par les parents, par les systèmes de motivation. C'est ce que les parents donnaient juste pour motiver l'enseignant. Mais la prise en charge d'un enseignant, c'est la responsabilité de l'État. Et ceci, et je l'ai indiqué, a fait de notre sous-secteur un secteur marchand. On a trouvé que, bon, maintenant les gens peuvent se faire de l'argent. L'école est devenue comme une boutique. Quand quelqu'un ouvre une école, ce n'est pas pour contribuer et accompagner l'État comme partenaire dans l'éducation. Mais non, quelqu'un vient, il considère qu'une école, c'est une boutique, il va se faire juste de l'argent. Et c'est comme ça que vous avez vu beaucoup d'écoles privées sortir du sol comme des champignons. Mais quand vous décrétez la gratuité, ça veut dire que vous déclarez la guerre à tous ceux qui ont fait de notre sous-secteur un secteur marchand. Alors la gratuité implique également quoi? Implique que tous les enfants qui sont au niveau primaire quittent les écoles privées, ils vont vers les écoles publiques. Voilà la responsabilité de construire d'autres écoles publiques parce que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on va dire gratuité, vous n'avez pas des écoles, mais c'est depuis 80. Le président Félix est élu en 2018, mais les années 80, pourquoi ils n'ont pas construit des écoles? Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et donc, ceux qui combattent la gratuité, ce sont ceux qui jouissaient ou qui tiraient profit de ce système décrié-là de motivation. Et aujourd'hui,
la gratuité fait qu'il y a aussi des perditions ou sécheresses des élèves dans les écoles privées vers les écoles publiques. Du coup, vous avez tous ces promoteurs privés, ils ne peuvent pas vous accompagner pour la réussite de la gratuité. Tout celui qui est promoteur d'une école privée ne peut pas vous accompagner. Tout celui qui bénéficiait ou qui tirait profit du système de motivation ne peut pas vous accompagner. Voilà la complexité de ces ministères. Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, tout celui qui pourrait être à ma place en ce moment serait à un mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que vous n'aurez que des tirs, des lance-roquettes à tout moment. Parce que surtout, si on veut piloter ces secteurs, l'accompagner dans la droite ligne de la vision du chef de l'État et réussir, aider les chefs de l'État à réussir l'effectivité de la gratuité, ce qui est déjà une année du gouvernement Sama Lukonde. Aujourd'hui, avec les itinérances, la gratuité se porte à merveille. J'ai été dans les Congo central, les grands Bandundu, les grands Équateurs, Nord Kivu, Sud Kivu, je vous dis c'est pareil. Mais vous savez, il y a des personnes, je crois que les juristes le savent bien, dont la loi ne peut rendre, ou la menace de la sanction ne peut rendre ni meilleur ni moins dangereux. Des gens là qui sont sans foi ni loi, sans remords ni scrupules, qui sont toujours prêts à franchir le Rubicon. C'est comme ça que vous constaterez que dans certaines écoles, il y a des nostalgiques de l'ancien système, toujours prêts à prélever par des subterfuges, par des méthodes un peu subtiles, à percevoir les frais, par moment avec la complicité des comités des parents. Il n'y a pas de sanctions? Mais quand on désactive, tout le monde crie que c'est brutal, on a sanctionné. Mais les textes à l'EPST prévoient également des sanctions, notamment la désactivation. Donc, il faut s'habituer à ça. Et c'est d'ailleurs la sanction qui a permis que l'ordre soit vite rétabli. Et la gratuité de l'enseignement primaire, chez nous, elle est non négociable. Parce que la Constitution ne dit pas, c'est un processus. On l'applique à 100% ou on ne l'applique pas. Mais comme le chef de l'État a décidé d'y aller, nous devons veiller à ce que ça soit appliqué sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les écoles primaires publiques, que ça s'applique à 100%. Et tout celui qui se place en marge de cette vision du chef de l'État, son sort reconnu, c'est la désactivation. Professeur Tony Mwaba, ça fait une année que vous êtes à la tête de ce ministère. Est-ce que vous pouvez nous faire, au-delà de la gratuité, vous pouvez nous faire votre bilan depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère? Bon, ce n'est pas vraiment mon bilan, c'est le bilan du gouvernement Sama Lukonde, parce que je suis placé à la tête du ministère pour effectivement piloter les programmes du gouvernement dans mon secteur. Défendu à et l'Assemblée. effectivement dans le cadre de la vision du chef de l'État. Donc avant peut-être d'arriver dans comment on appelle les tableaux là, parce que ça c'est quand même chiffré, Oui. il n'y a pas de débat avec les chiffres. Il y a beaucoup de réalisations que nous avons minimisées en les dénombrant, je crois, 39 ou 40. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Voilà, je crois que vous allez nous donner le temps. Allez-y, allez-y. C'est votre mission, monsieur le ministre. À une époque, à un moment donné, on a parlé des écoles fictives, les fichiers SECOP qui étaient manipulés, ça et là, ainsi de suite, avec tout ce qu'il y a eu comme problème. Nous avons réussi, après cette année, après une année du gouvernement Sama Lukonde, à la fiabilisation du système informatique du SECOP par la mise en place des contraintes qui empêchent automatiquement l'insertion des informations non conformes dans le système informatique. Avant notre arrivée, chaque chef d'antenne pouvait se permettre de faire des inputs dans les fichiers SECOP à la base, en introduisant même des éléments non conformes. C'est là qu'on a eu de cette affaire des écoles fictives. Vous trouvez des enfants mineurs dans les systèmes, en tout cas des éléments qui ne sont pas conformes au texte qui régit ce système. On a essayé de fiabiliser et cette fiabilisation est passée également par le nettoyage et où on a élagué tous les cas de non conformes. Vous avez également la maîtrise des effectifs des enseignants et des masses salariales. Aujourd'hui, on peut vous dire avec exactitude le nombre d'enseignants que nous avons au niveau maternel, primaire, secondaire ou bien dans l'ensemble. Il n'y a plus d'effectifs. Il n'y a plus d'effectifs. Et même l'enveloppe. Au moment où je vous parle, et avec les systèmes mis en place, il n'y a pas d'effectifs. Et dans tous les cas, celui qui peut être tenté d'introduire
une information qui n'est pas correcte, le système qui est mis en place va les rejeter. Et c'est ce qui est fait. Donc il y a une sorte de transparence du fichier paye. Une année du gouvernement Samalou Condé, aujourd'hui, si vous venez au SECOP, et d'ailleurs, à partir de là où vous êtes, vous pouvez cliquer et vous introduire dans les fichiers paye du SECOP en ligne. Avant, les fichiers n'étaient pas en ligne. Ce qui fait que vous voulez connaître le nombre d'écoles aujourd'hui que nous avons au Congo, le nombre d'écoles maternelles, primaires, secondaires, le nombre d'enseignants, vous pouvez vérifier en ligne. Tout ce qui peut être raconté sur le SECOP, le nombre d'écoles, est aujourd'hui en ligne. Ceci n'a pas existé avant. C'est une grande innovation et c'est de la transparence. La transparence, ici, voudrait dire qu'on est engagé vraiment dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, de lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qu'on a dénoncées dans ces sous-secteurs. Et comme on dit, celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. C'est celui qui a de mauvaises intentions qui se cache. La transparence, c'est que les fichiers paye SECOP est aujourd'hui en ligne. Tout le monde peut accéder, quel que soit là où vous êtes. Il suffit d'avoir un smartphone, un peu de mégas, vous pouvez vous retrouver au SECOP. Nous avons la mise à la retraite progressive de 47 000 enseignants dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. Pour la première fois dans notre pays, il y a de cela plus de 35 ans, on ne pouvait pas envoyer un enseignant à la retraite. Aujourd'hui, une année du gouvernement Samalou Condé, nous avons engagé la mise à la retraite progressive de 87 000 enseignants. Progressive et honorable, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un aille en retraite comme si vous lui délivrez le certificat de décès quelques années après, monsieur le ministre. Voilà. Il y a des valeurs supérieures à la mort, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas toujours... on peut mieux mourir que vivre malheureux. Ça, c'est une parenthèse. Ça. Alors, il y a ce qui est important ici, la retraite honorable. Je suis d'accord. Vous avez d'abord plus de 35 ans, aucun enseignant n'était allé à la retraite, et lorsqu'on se décide d'engager les débats sur la retraite, c'est une réalisation. Ces enseignants, l'âge varie entre 65 et 105 ans. Vous avez vu une vidéo qui a circulé ces jours, un enseignant qui appliquait les punitions corporelles sur les enfants. Bon, on a ouvert une action disciplinaire. Et vous voyez l'âge de cet enseignant-là, éligible à la retraite. Bon, il a même le courage de fuir, il s'est caché quelque part, tout ça, parce que vous avez parlé des sanctions tout à l'heure. Mais vous voyez son âge, est-ce qu'il peut se retrouver devant les enfants? Et ça, c'est le système qu'on a trouvé. Vous trouvez un enseignant qui a 105 ans, qui continue à donner cours, qui est dans une salle de classe. Et je m'en excuse, certains font même des besoins dans la salle de classe, devant les enfants. Ça se passe Parce où? quand Ça on se passe entend... à Kinshasa ou à l'intérieur? Mais quand j'ai dit 105 à 105, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et vous trouvez des gens qui ont le culot de dire non, retraite. Quelqu'un qui a 105 ans, qui doit aller en retraite, on vous dit non, c'est une retraite anticipée. 105 anticipée, donc il faut attendre 200 ans. Alors, honorable, qu'est-ce que les textes disent? À notre niveau, l'enseignant, et je le précise, est soumis à un statut particulier. Il n'est pas personnel de carrière des services publics de l'État. Enseignant est soumis à un statut particulier, c'est qu'il est engagé par le ministre de l'EPST, il est géré, et c'est le ministre de l'EPST qui décide de sa retraite. Et ça dépend lorsqu'il y a transposition des grades, le Premier ministre et le chef de l'État interviennent avec l'ordonnance ou les décrets. Alors, le texte prévoit que pour qu'un enseignant aille à la retraite, il faut lui payer la prime de fin de carrière. C'est son salaire d'ailleurs transposé, comme nous le faisons, ça a été une revendication syndicale, multiplié par 13. Et il a la prime de fin de carrière. Ce n'est qu'une prime. La pension des retraites n'est pas payée par les ministres de l'EPST. Il y a la direction des pensions, rentes et survie qui prend en charge l'enseignant qui a touché sa prime de fin de carrière. Il quitte les fichiers payés de SECOP et il est pris en charge par la direction de la pension, rente et survie parce qu'il y a une ligne budgétaire prévue par ça. Mais nous avons prévu également les mesures complémentaires, notamment le lancement de la caisse de retraite des enseignants. Je crois que
Il a des difficultés de démarrer, mais ça va aller. On peut clore ce chapitre consacré à la retraite. Vous continuez, oui, nous continuons effectivement. Oui, vous voyez qu'on a beaucoup à faire. Il y en a 38 au total. Hein. Oui, 38, on est à 40, mais on va essayer de diluer. Allez-y. Alors, vous avez la question de la transposition des grades des enseignants. L'enseignant, c'est celui qui, jusqu'avant notre arrivée, était soumis à une carrière plane. Il entre enseignant et il sort enseignant. Mais aujourd'hui, avec la transposition des grades, nous avons fait que l'enseignant ait une carrière normale. Il peut gravir aussi les échelons. Nous avons le lancement de la caisse des retraites des enseignants. C'est une innovation. La prise en charge progressive de 61 000 nouvelles unités du secondaire. Mais on est à 70 000 parce qu'on a pris quelques cas résiduels du primaire et même des maternelles. À la fin du mois d'avril, on a posé des questions. Vous avez dit que vous allez payer les NU, ils n'ont pas été payés. Les gens ne veulent pas s'informer. Et même ceux qui sont informés ne veulent pas donner la bonne information. Ils sont payés? Parce que, comme je les appelle les médias de la haine, il faut véhiculer les mauvais messages. Vous voyez, les mois d'avril, nous l'avons considéré comme mois porte-bonheur pour les enseignants. On a pris en charge au moins 70 000 nouvelles unités. Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire. Mais ils seront payés par la paye complémentaire. Parce que la paye normale était déjà passée. La paye complémentaire prendra en charge tous les enseignants nouvelles unités. Elle commence quand cette paye complémentaire? Au moment où je vous parle, les listings de la paye des NI se trouvent déjà dans les établissements. Ce qui fait que, je crois, si pas aujourd'hui, demain, ils peuvent passer déjà dans les établissements ou dans les banques respectives, ouvrir les comptes pour recevoir leur traitement. Nous avons également les réajustements des frais de fonctionnement des écoles. Le tableau est là. Il y a le premier tableau. Dans le premier tableau, il faut dire que les écoles ici chez nous sont réparties en 4 catégories. La première? Il y a 4 catégories d'écoles ici en RDC. La première catégorie, c'est les écoles qui comprennent 1 à 11 salles de classe. Avant la gratuité, je l'ai dit, ces écoles-là recevaient un montant forfaitaire de frais de fonctionnement. Une école de 11 classes, avant que le chef de l'État, Félix, ne puisse décréter la gratuité, ces écoles recevaient forfaitairement 45 000 francs. Avec 45 000 francs, comment vous pouvez faire fonctionner une école avec 11 salles de classe? Oui. Et avec notre arrivée, nous sommes passés de 45 000 francs à 200 000 francs. Nous avons évolué. Quelqu'un peut crier en suivant la télé pour dire c'est peu, il a les kilos dépassés à la télé. Bon. Mais on est passé de 45 à 200. Il y a quand même un effort. C'est un effort, on évolue. Il y a une deuxième catégorie d'écoles dont les salles de classe partent de 12 à 18 salles de classe qui recevaient avant la gratuité forfaitairement 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Une école de 18 classes. Mais aujourd'hui, ces écoles touchent 420 000 francs congolais en termes de frais de fonctionnement. Troisième catégorie d'écoles, c'est les écoles qui ont 19 salles de classe et plus, qui touchaient 45 000 francs. J'insiste, 45 000 francs. C'était un montant standard. Aujourd'hui, oui, c'est forfaitaire pour toutes, quelle que soit leur catégorie. Oui. Aujourd'hui, ces écoles touchent 620 190 francs congolais. Et la dernière catégorie, c'est les écoles de prestige comme les Boboto, les Bosangani, qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement, malgré leur prestige. Aujourd'hui, nous avons ramené ces écoles à 2 450 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Ça, c'est par an ou par mois? Ça, c'est par mois. OK. Ça, c'est par mois. Alors, quand vous allez 11e réalisation, j'ai parlé de la clarification du champ d'application de la gratuité. La gratuité, quand elle a été lancée par le chef de l'État, les acteurs sur terrain n'étaient pas vraiment disposés à accompagner les chefs de l'État pour réussir la gratuité. Il y a trop de confusion. On a mêlé 7e, 8e avec un nombre exponentiel d'enseignants et d'écoles. On ne savait pas comment faire. Nous avons réussi aujourd'hui. Monsieur le ministre, à ce niveau-là, je voudrais qu'il y ait une précision pour éviter toute confusion. Qui doivent bénéficier de la gratuité? Est-ce l'école primaire?
est-ce que la 7e et la 8e aussi sont également concernées pour la gratuité? La Constitution est claire, article 43, la gratuité, c'est au niveau primaire. De la première année en 6e année primaire. Mais il y a un problème, parce que la Constitution est de 2006, mais il y a la loi cadre sur l'enseignement national de 2014 qui parle de l'enseignement des bases. Quand on parle de l'enseignement des bases, c'est-à-dire à part les primaires, on ajoute 7e et 8e. Oui. 7e et 8e, c'est ce qu'on appelait premier CO, deuxième CO. Oui. Alors, par mauvaise foi, on a impliqué 7e, 8e dans la gratuité. Vous allez me dire, bon, ils se sont basés sur la loi cadre, mais non. Comme je l'ai dit, entre la Constitution et la loi, la Constitution est claire. C'est la Constitution qui passe avant tout. Quel est l'avantage? Quand vous mettez 7e et 8e, vous avez un nombre incalculable d'enseignants à prendre en charge. Mais avec les primaires, les niveaux primaires seulement, je n'ai que 310 000 enseignants à prendre en charge, alors qu'on est dans les plus de 600 000. Vous voyez que l'idée, c'était d'asphyxier les budgets de l'EPST pour que la gratuité ne réussisse pas, parce qu'on n'avait pas intérêt que ça réussisse. On a l'impression aussi que la gratuité, c'est l'affaire du président de la République et son mandat. Et pourtant, c'est constitutionnel. Non seulement c'est constitutionnel, mais ça bénéficie aux ménages, ça bénéficie à nos enfants. Merci. On revient sur les réalisations, monsieur le ministre. Alors, nous avons également, dans une année, payé la moitié de la prime de brousse, parce qu'il y a un débat sur la disparité des salaires des enseignants dans les territoires et dans des villes. Mais il faut préciser que les salaires de base de tous les enseignants est les mêmes, mais seulement quand vous êtes en ville, par exemple, comme à Kinshasa, à Lubumbashi, on a tenu compte du transport et des loyers. Ce qui fait que ces indemnités-là font qu'à Kinshasa et dans les grandes villes, on a un peu plus, oui, mais les salaires de base restent les mêmes. Okay. Alors, ceux du territoire ont revendiqué pour dire, bon, ils sont dans les villes, nous aussi on est dans les territoires, nous connaissons nos souffrances à nous, qui sont propres à nous. Alors on a dit pour compenser, il faut leur donner la prime de brousse, qui a été négociée à 50 000 francs. Mais à notre arrivée, on a trouvé que rien n'avait pas été payé. Nous avons payé déjà un acompte de 20 000 par enseignant. Vous aviez commencé? On a commencé en payant 20 000 et les 30 autres sur les 50 000. Oui. Mais je vais d'abord préciser, quand on va dire, bon, nous faisons les émissions pour parler de 20 000, oui, mais le problème de l'enseignant, c'est dans les effectifs. Prenez les 20 000 multipliés par les nombres d'enseignants que nous avons. Prenez plus de 600 000 enseignants multipliés par 20 000. Vous regardez ce que ça va nous donner. Alors, les restes, je ne vais pas faire des annonces, je suis en train d'y travailler. Parce qu'il suffit d'annoncer, si on va dire, il a promis sur RTNC. On y travaille déjà. Très bien. Alors, vous avez les paiements de NU, maternelle. Quand on est arrivé, on a payé toutes les nouvelles unités, enseignants nouvelles unités du niveau maternel. Le gouvernement Samalou Konde a payé toutes les nouvelles unités du niveau maternel. Quand on est arrivé, et les nouvelles autres unités seront payées par la paie complémentaire du mois d'avril ici. Il y a eu le paiement de 457 nouvelles unités qui remplacent les inspecteurs du nouveau primaire. Ça, c'est une réalisation. Vous avez également le paiement de la compte du deuxième palier. Le deuxième palier qui était négocié à 250 000 francs par enseignant, mais avec les moyens issus du nettoyage du fichier paye, on a accédé à des ressources qu'on a économisées et nous avons décidé de faire une avance aux enseignants de 20 000 sur la compte sur le deuxième palier. Je crois que le reste va suivre d'après les accords avec les enseignants en Bouéla. Alors, la prise en charge totale des examens du TENAFEP. Aujourd'hui, avant 2020, les parents payaient les frais de participation pour les candidats au test national pour les finalistes du primaire. Oui. Mais depuis que la gratuité avait été décrétée, ces frais sont pris totalement en charge par l'État. Alors, nous avons également le lancement de la campagne « Pas d'école sans banc ». Les gens se plaignent aujourd'hui, il y a des élèves qui étudient à même les sols dans nos territoires. Et quand vous voyez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on fait circuler des vidéos, voilà les conséquences de la gratuité, les enfants étudient à même les sols. Ils oublient que l'école qui est présentée là date de 1984.
la gratuité n'était pas encore effective. Mais les élèves étudiaient à même les sols. Ce n'est pas une justification. Mais c'est juste pour montrer que les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de nous employer pour trouver des solutions. Monsieur le ministre. Nous avons lancé la campagne « Pas d'école Samba ». Pas une école Samba. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas avec les moyens de la Banque mondiale ou du FMI. Progressivement, j'ai au moins un bon nombre incalculable d'écoles où il faut donner les bancs. Et la campagne est lancée. Elle prendra fin les jours où, finalement, il n'y aura aucune école sans banc. Et les frais de fonctionnement que nous donnons des fois dans les écoles, ça peut permettre justement à ce que les préfets et les chefs de département s'organisent. Mais malheureusement, ils en ont fait leur deuxième salaire. Nous avons l'installation de la mutuelle de santé en Mbuji-Mayi. Quand on est arrivé, il n'y avait pas le déploiement de la mutuelle de santé dans les autres provinces à part Kinshasa. Et nous avons installé la mutuelle de santé en Mbuji-Mayi. Bientôt, ça sera à Kisangani, ça sera au Nord Kivu, ça sera à Chikapa. Il y a le déploiement progressif de la mutuelle de santé, mais au moins déjà ce qui est déjà fait est fait. Si vous pouvez prendre l'essentiel, excellent, parce qu'on est... Je savais que vous allez me demander de prendre uniquement l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup. Oui. Et peut-être on va juste vous remettre 38, ça pour... 38, c'est beaucoup quand même. Oui, 38, et on continue le travail. Le travail continue. Nous avons obtenu également la signature par le Premier ministre du décret du FPN pour nous aider à accéder à des ressources extra-budgétaires. Vous voyez, les PST, l'éducation, c'est beaucoup de ressources à mobiliser. Avec les limites du budget de l'État, on ne sait rien faire. Alors, on a imaginé un autre mécanisme avec les fonds de promotion de l'éducation qui peut mobiliser d'autres ressources extra-budgétaires pour soutenir notre système éducatif. Bon, vous avez vu, pour mettre également de l'ordre dans les rangs du personnel de l'EPST, on a supprimé courageusement les postes de directeurs provinciaux adjoints et même des sous-directeurs provinciaux adjoints à l'EPST. Nous avons les paiements paiement de 5 000 agents des bureaux gestionnaires, la prime de la gratuité aussi. Parce que, comme on a donné l'impression, des fois on veut instiguer les enseignants du primaire, comme si la gratuité a amené les malheurs chez les enseignants, nous avons également institué la prime de la gratuité et je crois que dans les jours qui suivent, d'après les dispositions qui sont déjà prises, nous allons vers l'augmentation de la prime de la gratuité pour les enseignants du primaire. Et aussi la prime de brousse qui sera payée. Alors, je crois que s'il faut peut-être continuer à suivre ces documents, dans les limites des temps impartis, ça sera difficile. Oui. Peut-être juste un commentaire sur les tableaux, sur juste les salaires. La réalisation va nous montrer ce tableau. Juste les salaires, les frais de fonctionnement, j'en ai déjà parlé. Oui. Parce qu'après ici, il nous fallait peut-être 3 heures du temps. Bon. Quels sont les acquis qui peuvent faire conserver et pérenniser vos réalisations et votre politique à la tête de ce ministère, avec ou sans vous? Bon, tout ce que nous faisons, effectivement, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous sommes situés au niveau de la politique. Au niveau politique, il y a une vision, la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, qui est pilotée par le gouvernement avec Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre. Mais au niveau de l'EPST, je suis un des pions mis à la tête de ces ministères pour piloter la vision du gouvernement. Mais l'administration est là. L'administration n'a besoin que d'une impulsion, d'une vision pour suivre. Et au moment où je vous parle, surtout en ce qui concerne la réforme sur la gratuité de l'enseignement, elle est irréversible. Je ne vois pas à quel moment nous pouvons s'arrêter pour dire non, plus de gratuité, on doit revenir en arrière. C'est là que nous disons c'est non négociable et on est déjà parti. Le tableau est là. Voilà. Alors, il y a quelque chose qu'il fallait peut-être signaler, parce qu'il faut prendre l'essentiel, vous avez dit, tout est finalement essentiel. D'abord, en termes de nombre d'écoles. Avant la gratuité, 41 739 écoles étaient prises en charge par l'État, maigrement d'ailleurs. Après
Et après la gratuité, on est à 64 788, donc une augmentation de 55%. En ce qui concerne les effectifs des agents, on avait avant la gratuité 410 254 enseignants. Aujourd'hui, avec la gratuité, il y a eu une augmentation des effectifs. On est à 675 609 agents. Je crois que là, si je ne m'abuse, c'est en attendant l'intégration des NI. L'enveloppe mensuelle des salaires des enseignants est passée de 70 milliards à 205 milliards de francs, donc une augmentation de 193%. Pour les salaires des enseignants de Kinshasa à Lubumbashi, tous les enseignants, ils sont passés de 168 000 francs à 381 577. Vous allez me dire, c'est rien, mais je vous dis qu'on vient de quelque part. On a évolué et multiplié par l'effectif de 675 000, vous allez voir que rien qu'avec les PST, les autres ministères peuvent fermer les portes. Donc, on doit faire très attention, pas même ceux qui critiquent, ils doivent savoir que nous venons de quelque part et ce qui est important, c'est la volonté d'aller de l'avant et nous sommes sur la bonne voie. Au niveau primaire, on a quitté à 168 000 francs. Aujourd'hui, on est à 411 000 francs. Quand je vous dis la gratuité a amené le bonheur pour l'enseignant. Est-ce qu'il y a des contributions de partenaires ou seulement l'État congolais? Les partenaires n'interviennent pas pour les dépenses liées à la rémunération. Okay. Vous allez voir que FMI, Banque mondiale ne sont pas... Mais pour la prise en charge des enseignants, frais de fonctionnement, salaire, ça, c'est l'État seul qui s'assume. Donc, vous pouvez retenir même ça, donc en termes d'amélioration des salaires. Donc, bref, avant la gratuité et après la gratuité, on a évolué en termes de frais de fonctionnement, en termes d'amélioration des salaires. Il y a une marge. Et nous sommes en train d'évoluer. Les perspectives d'avenir, avant de terminer cette émission? Les perspectives d'avenir, la gratuité de l'enseignement nous a imposé des effets induits. Donc nous devons nous battre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. J'ai parlé d'écoles sans banc. Il faut que les élèves étudient dans de bonnes conditions, de bonnes infrastructures scolaires qui doivent être réhabilitées. Il y a beaucoup de projets qui sont effectivement engagés pour la construction des écoles. Nous attendons l'activation du décret du FPN pour permettre à ceux qu'on accède à des ressources extra-budgétaires et améliorer les conditions des enseignants. Aujourd'hui, je crois qu'on aura vécu presque la dernière vague de NU, mais dans les jours qui viennent, nous allons juste nous battre pour améliorer les conditions, commencer à l'augmentation des salaires des enseignants au lieu de continuer à prendre en charge les NU. Une année après, vous êtes fier d'avoir été à la tête, d'être à la tête de ce ministère? Bon, je crois qu'à la tête des ministères de l'EPST, vous savez, l'EPST, dans quelles conditions j'ai été nommé à la tête de ces ministères. Le chef de l'État avait effectivement besoin que les défis soient relevés d'abord pour s'assurer de la consolidation et la pérennisation de la gratuité et aujourd'hui veiller sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, relever la qualité ou les niveaux de nos enfants et nous sommes sur la bonne voie. Les chiffres sont en train de le démontrer, mais ce qui est sûr, c'est les chefs de l'État et surtout les chefs du gouvernement qui vont nous coter. Mais nous avons présenté les chiffres, l'opinion peut en faire une idée, il y a des mais efforts. J'ai aussi une hiérarchie. Il y a des efforts considérables. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, j'attendais que ça sorte de vous pour ne pas faire ma propagande. Je ne suis pas flatteur, merci. Il y a des efforts considérables. Merci. Monsieur le ministre, merci de s'être livré à cet exercice des redevabilités des membres du gouvernement face à la presse. Aujourd'hui, c'était le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Grand était pour nous le plaisir de vous recevoir sur ce plateau, ici même où est passé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour faire le bilan de l'an 1 du gouvernement. Vos collègues également sont passés par ici, d'autres vont venir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également aux nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver également prochainement. C'est le devoir des redevabilités. Le nouveau narratif initié par le ministre Patrick Mouyaya. Dès là où il nous suit, nous lui disons merci et merci également à vous, très chers téléspectateurs. Au revoir. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.